Juste après l'accouchement, le médecin qui a attrapé mon bébé a soudainement perdu ses mots. Ses mains tremblaient, il a appelé l'infirmière. C'est « appeler la police ». L'infirmière a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le médecin lui a montré le dos du bébé. L'infirmière a crié en voyant cela. Je suis resté figé de terreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de Maplewood, une banlieue du New Jersey, Jennifer Taylor était assise dans sa maison blanche de style colonial, sirotant son café matinal en contemplant son jardin. Elle vivait dans cette maison depuis 3 ans, depuis son mariage, et sentait enfin avoir trouvé un endroit où elle pouvait véritablement être en paix. En tant que graphiste travaillant à domicile, cet environnement était idéal pour elle. « Bonjour, ma magnifique épouse. » En entendant cette voix chaleureuse derrière elle, elle se retourna pour voir Robert descendre les escaliers tout en ajustant sa cravate. Il travaillait comme représentant pharmaceutique, et son caractère honnête et responsable était très apprécié de ses collègues. Grand, avec de doux yeux bruns, leur vie de couple était un pur bonheur pour Jennifer. « Tu es encore en avance aujourd'hui », sourit Jennifer en lui tendant sa tasse de café. « J'ai une présentation importante, mais penser à toi m'aide à me concentrer sur mon travail. » Robert embrassa légèrement le front de sa femme. « Comment te sens-tu » Jennifer posa doucement la main sur son bas-ventre. Bien qu'aucun changement ne soit encore visible, une nouvelle vie y grandissait sans aucun doute. Depuis que le test de grossesse s'était révélé positif 2 semaines auparavant, leur monde avait complètement changé. Les nausées matinales sont encore légères, mais je me fatigue facilement. Mais c'est une fatigue heureuse. Le visage de Robert s'illumina doucement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas devenir mère. Tu seras une maman formidable. Depuis leur mariage, 3 ans plus tôt, ils attendaient avec impatience un enfant. La première année, ils avaient profité de leur vie de jeunes mariés, mais dès la 2e année, ils avaient commencé à discuter sérieusement de la planification familiale. Jennifer espérait concevoir naturellement, bien qu'elle se sentît parfois anxieuse. Mais Robert l'encourageait toujours en disant « Dieu a son propre calendrier ». « Quand devrions-nous l'annoncer à nos parents » demanda Jennifer. « Peut-être après avoir atteint la période de stabilité. Mais ma mère sera certainement folle de joie. Ce sera son premier petit enfant. » Les parents de Robert vivaient dans la ville voisine, et ils dînaient ensemble une fois par mois. Ils chérissaient Jennifer comme leur propre fille. Les parents de Jennifer, quant à eux, vivaient en Floride. Mais à chaque appel téléphonique, ils exprimaient à quel point ils attendaient avec impatience la naissance de leur petit enfant. « Quelle pièce devrions-nous transformer en chambre de bébé » dit Robert, les yeux pétillants. « On pourrait rénover le bureau à l'étage ou utiliser la chambre d'amis en bas. » Jennifer sourit en voyant l'enthousiasme de son mari. « Nous avons encore le temps, mais je suis si heureuse que tu sois aussi enthousiaste. C'est notre enfant. Comment pourrais-je ne pas l'être » Robert vérifia sa montre et termina son petit déjeuner à la hâte. « Je vais essayer de rentrer tôt aujourd'hui. J'achèterai des livres sur la grossesse en rentrant. » Après le départ de Robert, Jennifer profita de la solitude tranquille du matin. Dans le jardin, les fleurs de printemps commençaient à éclore, annonçant l'arrivée d'une nouvelle saison. Elle posa de nouveau la main sur son bas-ventre et parla doucement à son enfant à naître. « Papa et maman ont tellement hâte de te rencontrer. Nous t'élèverons dans un foyer rempli d'amour. » Dans la matinée, elle se concentra sur son travail, s'attaquant à un nouveau projet pour un client. Profitant du télétravail, elle pouvait avancer à un rythme confortable tout en surveillant son état de santé. À midi, sa belle-mère l'appela et elles eurent une conversation agréable. Bien qu'elle gardât encore le secret de sa grossesse, entendre la voix chaleureuse de sa belle-mère lui donnait hâte de partager la nouvelle. Le soir, Robert rentra tôt comme promis, un grand sac en papier à la main. « J'ai acheté des livres sur la grossesse et l'éducation des enfants, et aussi ça. » Ce qu'il sortit était un petit ours en peluche. Il avait une fourrure beige douce et une expression adorable. « C'est peut-être un peu tôt, mais j'ai pensé que ce serait notre premier cadeau. » Jennifer eut les larmes aux yeux. « Merci. Je suis sûre que le bébé va l'adorer. » Cette nuit-là, ils s'assirent côte à côte sur le canapé, lisant ensemble le livre sur la grossesse. Les attentes et les angoisses concernant la nouvelle vie qui allait commencer, et surtout, un amour profond enveloppait chaleureusement cette petite maison. Alors que Jennifer reposait sa tête sur l'épaule de son mari, elle pensa, peut-il y avoir un moment plus heureux que celui-ci ? Son mari bien-aimé,
le bébé dans son ventre et l'avenir familial qu'ils construiraient ensemble. Tout semblait parfait. À 4 mois de grossesse, le jour de son examen de routine, Jennifer était allongée sur la table d'examen du gynécologue, le cœur battant la chamade. Robert avait ajusté son emploi du temps pour l'accompagner, et ils attendaient tous les deux avec impatience les résultats de l'échographie. C'est une petite fille en bonne santé. Au moment où le docteur Harris l'annonça avec un sourire, les larmes montèrent aux yeux de Robert. Il serra fermement la main de sa femme et contempla la petite vie affichée sur le moniteur. Une fille, la voix de Jennifer tremblait d'émotion. Notre fille. Elle sera une magnifique fille qui te ressemblera comme 2 gouttes d'eau, dit Robert en embrassant le front de sa femme. Comment devrions-nous l'appeler? Sur le chemin du retour, ils discutèrent du prénom de leur fille. Émilie, Sarah et Chloé figuraient parmi les candidates, mais ils décidèrent finalement de prendre un peu plus de temps pour se décider. On devrait aller voir des articles pour bébé ce week-end, suggéra Robert en conduisant. Achetons-lui plein de vêtements roses. Jennifer sourit. Je préfère des vêtements neutres pour l'instant, mais de petites robes seraient mignonnes aussi. Ce week-end-là, ils passèrent un moment de pur bonheur au magasin pour bébé. Un petit berceau, d'adorables vêtements, des couvertures douces. Tout était précieux, et ils perdirent la notion du temps en choisissant les articles. Vers le 5e mois de grossesse, Robert commença à ramener divers compléments, soucieux de la santé de sa femme. C'est un complément d'acide folique. C'est censé être bon pour le développement du bébé, dit-il en sortant un petit flacon du sac de la pharmacie. Et ça, c'est du calcium et de la vitamine D. C'est important pour maintenir ta densité osseuse aussi. Merci. Mais je prends déjà ce que le gynécologue m'a prescrit, dit Jennifer, un peu confuse. Mais ceux-ci sont faits avec des ingrédients naturels, donc ils sont sûrs. La femme d'un collègue en a pris pendant sa grossesse et a eu un bébé en pleine santé, expliqua Robert avec ferveur. C'est pour toi et pour le bébé. Il serait trop tard si quelque chose arrivait, n'est-ce pas? Voyant l'expression sérieuse de son mari, Jennifer ne put s'y opposer. Elle prit cela comme une expression de son amour et décida de prendre les nouveaux compléments en plus de ses médicaments sur ordonnance. Au 6e mois de grossesse, son ventre était devenu visiblement plus gros, et elle pouvait sentir les mouvements du bébé. La nuit, allongé dans son lit, Robert posait sa main sur le ventre de Jennifer pour sentir les mouvements de leur fille. Elle a bougé. Elle vient de donner un coup de pied, s'exclamait-il avec enthousiasme. Elle repousse ma main. Elle sait déjà que c'est moi. C'est une enfant active. Elle sera probablement énergique et pleine de vie, tout comme toi, sourit Jennifer, heureuse. Cependant, vers le 7e mois de grossesse, des changements subtils commencèrent à apparaître dans le comportement de Robert. Il rentrait de plus en plus tard du travail, et des réunions imprévues et des voyages d'affaires commencèrent à remplir ses week-ends. Je suis désolé, Jen. Les gros projets s'enchaînent, dit-il avec une expression fatiguée en desserrant sa cravate. Il y a aussi la formation des nouveaux employés, donc je pense que les journées chargées vont continuer un moment. Est-ce que tu vas bien? Ne te surmène pas? Jennifer regarda son mari avec inquiétude. Ce serait terrible que tu t'effondres avant la naissance du bébé. Je vais bien. Je travaille dur pour toi et le bébé. Nous allons bientôt être une famille de 3, donc je dois gagner ma vie correctement. Les mots de Robert avaient du sens, et son sens aigu des responsabilités était l'une des qualités que Jennifer aimait chez son mari. Pourtant, à mesure que le temps qu'elle passait seule augmentait, elle commençait à ressentir une vague solitude. Vers le 8e mois de grossesse, Jennifer ressentit une légère douleur abdominale et s'inquiéta. Elle appela donc Robert. Cependant, son portable tomba sur la messagerie vocale et elle ne put le joindre pendant un bon moment. Finalement, elle demanda à sa belle-mère de l'accompagner à l'hôpital. Ce n'est rien de grave. Ce sont des contractions courantes, la rassura le docteur Harris. Mais le stress peut s'accumuler lorsque vous passez de longues périodes seules. Demandez à votre mari de rentrer un peu plus tôt. Ce soir-là, lorsqu'elle en parla à Robert après son retour tardif, il s'excusa profondément. « Je suis vraiment désolé. Désolé de t'avoir inquiété. » Il serra sa femme dans ses bras. « Je vais essayer de rentrer plus tôt à partir de maintenant. Toi et le bébé êtes les plus importants. » Cependant, il n'y eut aucun changement significatif dans son heure d'arrivée la semaine suivante. De plus, elle commença à le remarquer plusieurs fois recevant des appels sur son portable tard le soir et se dépêchant d'aller dans une autre pièce. Un appel professionnel? À cette heure-ci? Demanda Jennifer, et Robert afficha une expression quelque peu décontenancée.
Oui, c'est un projet avec des clients à l'étranger. À cause du décalage horaire, ça doit malheureusement se faire tard le soir. L'explication était plausible, mais elle ressentait un certain malaise. Cependant, Jennifer, facilement fatiguée par les changements physiques de la fin de grossesse, n'insista pas davantage. Le dernier mois. Lorsqu'elle entra dans le dernier mois, l'accouchement pouvait se déclencher à tout moment. Le sac pour l'hôpital était parfaitement préparé, et la chambre du bébé était prête. La jolie chambre, décorée dans des tons roses et crème, contenait tous les articles pour bébé qu'ils avaient soigneusement choisis ensemble. « On pourra bientôt se rencontrer », murmura Jennifer en posant la main sur son ventre. Les mouvements fœtaux n'étaient plus aussi vigoureux qu'auparavant, mais le médecin avait expliqué que c'était parce que le bébé avait grandi et que l'espace dans l'utérus était devenu restreint. Une semaine avant la date prévue, Jennifer ressentit une douleur semblable à de légères contractions. Les intervalles étaient encore irréguliers, mais elle comprit que le moment approchait enfin. « Ce soir pourrait être le moment critique », dit Robert en tenant la main de sa femme. « Je serai absolument à tes côtés. » Cependant, cette nuit-là se révéla être une fausse alerte. Le lendemain matin, bien que légèrement déçu, ils trouvèrent attachant que le bébé prenne son temps. Elle doit avoir une personnalité prudente. Tout comme son père, elle prévoit de sortir après une bonne préparation, dit Jennifer en plaisantant à son mari. Robert afficha une expression complexe, mais retrouva rapidement son sourire. C'est vrai, tout comme notre fille. Le matin de la date prévue, le vrai travail commença enfin. Jennifer prit son sac préparé et se dirigea vers l'hôpital avec Robert. Dans la voiture, elle serra fermement la main de son mari. « Ça y est. J'ai un peu peur, mais je suis très excitée. Je ressens la même chose. Tout ira bien. Tu seras une mère merveilleuse. » La voix de Robert était empreinte de conviction. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital et que les préparatifs pour la salle d'accouchement furent terminés, ils étaient tous deux remplis d'excitation et de nervosité. Après la longue période de grossesse, le moment de rencontrer enfin leur enfant était sur le point d'arriver. Sous les lumières vives et fluorescentes de la salle d'accouchement, Jennifer puisait dans ses dernières forces. 8 heures s'étaient écoulées depuis le début du travail, et son endurance approchait de ses limites. Robert tenait la main moite de sueur de sa femme et continuait de lui murmurer des mots d'encouragement. « Encore un petit effort, Jennifer. Je vois la tête du bébé. » La voix du docteur Harris se fit entendre. À la prochaine contraction, on pousse d'un seul coup. Jennifer serra les dents et mit toute sa force restante pour pousser. Et finalement, un petit cri retentit dans la salle d'accouchement. C'est une petite fille en bonne santé. Au moment où le docteur Harris sortit le bébé, Jennifer versa des larmes de soulagement. Robert, lui aussi, resta sans voix, submergé par l'émotion, et ne put que caresser la tête de sa femme. « Laissez-moi voir le bébé, » dit Jennifer, à bout de souffle. Cependant, le médecin ne répondit pas. L'expression du docteur Harris, en regardant le nouveau-né, devint de plus en plus blême. Le personnel n'avait jamais vu cet obstétricien chevronné aussi ébranlé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jennifer avec anxiété. « Le bébé va bien ?» Le docteur Harris déplaça le bébé dans l'incubateur de ses mains tremblantes. Son visage était cendré et des sueurs froides perlaient sur son front. Même ce médecin expérimenté avait besoin de temps pour comprendre ce qu'il voyait. Une infirmière, la voix du médecin était rauque. « S'il vous plaît, appelez l'infirmière en chef immédiatement. » La jeune infirmière dans la salle d'accouchement sortit précipitamment de la pièce, déconcertée par l'état inhabituel du médecin. Jennifer et Robert étaient confus, l'anxiété leur serrant la poitrine. « Docteur, que se passe-t-il ? Y a-t-il un problème avec le bébé ?» Robert se leva et tenta de s'approcher du médecin. « Veuillez attendre, » répondit le docteur Harris d'une voix tremblante. « Je suis en train de vérifier. » Quelques minutes plus tard, l'infirmière en chef, Margaret, arriva en toute hâte. Et lorsque le médecin l'incita à regarder le bébé, son visage devint instantanément pâle. « Ça !» Margaret resta sans voix. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-il arrivé à mon bébé ?» s'écria Jennifer en larmes. « S'il vous plaît, dites-moi. » Le docteur Harris prit une profonde inspiration et tourna lentement le dos du bébé vers eux, de ses mains tremblantes. La scène était inimaginable. Une large fente ouverte parcourait la colonne vertébrale du bébé. Les vertèbres étaient exposées et le tissu neural sortait à l'extérieur. Un spina bifida sévère. « Mon Dieu !» halta Robert. Margaret couvrit sa bouche de sa main et laissa échapper un petit cri. En près de 30 ans de carrière,
elle n'avait jamais vu d'anomalie congénitale aussi grave. Ça. Le docteur Harris réussit enfin à articuler quelques mots. Je dois appeler la police. La police? Jennifer était confuse. Pourquoi la police? Si c'est une maladie, alors il faut un traitement? Jennifer, ce n'est pas une anomalie d'origine naturelle. La voix du médecin était lourde. Un spina bifida aussi sévère ne se développe pas soudainement sur le plan médical. Un facteur externe, probablement une influence médicamenteuse, est fortement suspecté. Le teint de Robert changea radicalement. Des médicaments? C'est ridicule. Nous n'avons pas. Nous devons enquêter de manière approfondie sur les médicaments et les compléments que vous avez pris pendant la grossesse, dit le docteur Harris avec une expression sévère. Nous ne pouvons pas fournir un traitement approprié sans identifier la cause de ces symptômes. Margaret était déjà en train de contacter la police. Elle comprenait aussi que des procédures légales seraient nécessaires dans un cas aussi inhabituel. L'enquête commença. 30 minutes plus tard, 2 inspecteurs arrivèrent à l'hôpital. L'inspecteur expérimenté Johnson et le jeune inspecteur Davis reçurent d'abord une explication de la situation de la part du médecin. Un spina bifida sévère, dit l'inspecteur Johnson en regardant le dossier médical. Vous dites que des médicaments en sont probablement la cause? Oui, en particulier du début au milieu de la grossesse, il est possible que des médicaments nocifs pour le fœtus aient été ingérés de manière continue. Les inspecteurs se dirigèrent vers la salle d'accouchement. Jennifer se remettait encore de l'épuisement de l'accouchement et pleurait de confusion et de peur. Robert était assis à côté du lit de sa femme, lui tenant la main, mais sa main était froide et tremblante. Monsieur et Madame Taylor, désolé de vous déranger alors que vous êtes fatigués. L'inspecteur Johnson s'adressa à eux poliment. Nous aimerions vous poser quelques questions sur l'état de votre enfant. Mon bébé va s'en sortir? Demanda Jennifer désespérément. Est-ce qu'elle va guérir? Elle reçoit les meilleurs soins en ce moment, répondit doucement l'inspecteur. Cependant, nous devons enquêter sur la cause de ces symptômes. Veuillez nous parler des médicaments que vous avez pris pendant votre grossesse. Jennifer expliqua les médicaments prescrits par son médecin. Elle mentionna également les compléments que Robert avait apportés. Où ces compléments ont-ils été achetés? Demanda l'inspecteur Davis à Robert. À la pharmacie, répondit Robert d'un air agité. J'ai choisi ceux avec des ingrédients naturels pour la santé de ma femme. Avez-vous encore les reçus de l'achat ou les emballages des compléments? Robert afficha une expression confuse. J'ai peut-être jeté les emballages, les reçus aussi. Alors nous devrons perquisitionner votre domicile. L'inspecteur Johnson présenta un mandat de perquisition. 1 heure plus tard, ils reçurent un appel de la maison. Des médicaments abortifs non ouverts avaient été découverts dans le sac de Robert. De plus, de nombreux messages indiquant une liaison avec sa collègue de travail, Christina, furent trouvés sur son téléphone portable. Si seulement il n'y avait pas d'enfant, nous pourrions être ensemble. Ce médicament fonctionne vraiment, n'est-ce pas? Le contenu des messages était clair. Depuis environ le 4e mois de grossesse, Robert donnait continuellement à sa femme des compléments mélangés à des médicaments abortifs. Lorsque l'inspecteur retourna dans la chambre d'hôpital, Jennifer dormait, tenant toujours la main de son mari. Robert fixait la fenêtre, le visage pâle. Robert Taylor, vous êtes en état d'arrestation, la voix de l'inspecteur Johnson résonna doucement. Pour suspicion de tentative de meurtre. Au son des menottes, Jennifer se réveilla. En voyant son mari être emmené, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Robert, pourquoi? Cependant, il ne se retourna plus. L'homme qui avait trahi sa femme bien-aimée et sa fille nouveau-née fut conduit hors de la chambre d'hôpital, la tête basse. Dans la salle d'accouchement, il ne restait que les pleurs de Jennifer et le faible bruit de la respiration de la petite vie qui luttait désespérément pour survivre dans l'incubateur. Le lendemain matin, après que Robert eut été emmené, Jennifer gisait dans son lit d'hôpital, incapable de dormir. Elle ne pouvait toujours pas accepter si les événements de la nuit précédente étaient réels ou un mauvais rêve. Quand elle pensait à sa fille dans l'unité de soins intensifs néonatale, elle ressentait une douleur déchirante dans la poitrine. À 9 heures du matin, le docteur Harris visita sa chambre. Son expression était empreinte de fatigue et d'une lourde responsabilité. « Jennifer, cela doit être douloureux pour vous, mais je dois vous expliquer en détail l'état de votre fille. » Le médecin s'assit sur une chaise et ouvrit le dossier. « Votre fille a un spina bifida sévère. C'est un trouble congénital qui se produit lorsque la colonne vertébrale ne se ferme pas correctement.
Habituellement, on l'attribue à une carence en acide folique en début de grossesse, mais le docteur Harris fit une pause et continua d'un ton grave. Cependant, le cas de votre fille est anormal. La probabilité que des symptômes aussi graves apparaissent naturellement est extrêmement faible. L'analyse des médicaments découverts lors de l'enquête d'hier soir a révélé que des médicaments abortifs avaient été administrés en continu du milieu à la fin de la grossesse. Jennifer couvrit sa bouche de sa main. Pas possible? Ces médicaments inhibent le développement du tube neural du fœtus. Normalement, ils provoqueraient une fausse couche, mais votre fille a enduré avec une force de vie incroyable. Cependant, en conséquence, elle a subi de graves dommages neurologiques. En écoutant l'explication du médecin, Jennifer se souvint des compléments que son mari lui apportait chaque jour. Derrière ce doux sourire, Robert avait essayé de tuer leur fille. Un traitement est-il possible? Demanda Jennifer d'une voix tremblante. Une intervention chirurgicale d'urgence est nécessaire. Nous devons protéger le tissu neural exposé et prévenir l'infection. Cependant, pour être honnête, la paralysie des membres inférieurs sera inévitable. Il pourrait aussi y avoir des effets sur le développement intellectuel. Cet après-midi-là, les inspecteurs Johnson et Davis visitèrent de nouveau la chambre d'hôpital. Ils étaient venus partager les résultats de l'enquête qui avait progressé pendant la nuit. Madame Taylor, de nouveaux faits ont émergé de notre enquête depuis la nuit dernière, commença doucement l'inspecteur Johnson. L'analyse des documents et des données numériques saisies sur le lieu de travail de votre mari a révélé des échanges détaillés avec sa maîtresse. L'inspecteur sortit une tablette et montra l'historique des messages. Jennifer la prit de ses mains tremblantes. L'écran affichait les conversations de Robert et Christina, classées chronologiquement. La série de messages commençant vers le 4e mois de grossesse contenait un contenu qui déchira le cœur de Jennifer. Un enfant a été conçu. Que dois-je faire? Ne pourrais-tu pas la faire avorter? C'est encore possible, non? Elle le veut. Je ne peux pas lui suggérer d'avorter. Alors pensons à une autre méthode. Une de mes amies est pharmacienne. Devrais-je la consulter? Les messages suivants développaient des plans plus spécifiques et malveillants. Jennifer rendit la tablette à l'inspecteur. Elle n'avait plus la force de continuer à lire. Sur la base de ces preuves, nous poursuivrons votre mari et Christina Morale pour tentative de meurtre et violation de la loi sur les produits pharmaceutiques, expliqua l'inspecteur Davis. Christina, en particulier, fera face à de lourdes charges en tant que figure centrale dans l'acquisition des médicaments. Ce soir-là, les parents de Jennifer arrivèrent en urgence de Floride. Sa mère, Patricia, serra sa fille dans ses bras, et elles pleurèrent ensemble. « Jennifer, tu as été si courageuse. Tu n'es plus seule maintenant. » Son père, David, tremblait de colère. « J'avais confiance en cet homme. Ce qu'il a fait à notre petite fille. » Le lendemain, l'opération d'urgence du bébé eut lieu. Pendant les 6 heures de chirurgie, Jennifer pria continuellement dans la salle d'attente avec ses parents. Le docteur Chen, le neurochirurgien qui sortit du bloc opératoire, était épuisé mais porteur d'une lueur d'espoir. L'opération a été un succès. Nous avons pu protéger le tissu neural et refermer la colonne vertébrale. Cependant, ce n'est que le début. Une longue rééducation sera nécessaire. 3 jours après l'opération, Jennifer put enfin tenir sa fille dans ses bras. Bien que de nombreux tubes fussent connectés à son petit corps, elle était bel et bien vivante. « Emma », murmura Jennifer à sa fille. « Ton nom est Emma. Cela signifie devenir une femme forte et belle. » Une semaine plus tard, elle reçut une demande de visite de Robert, en détention. Elle avait d'abord l'intention de refuser, mais Jennifer décida finalement d'accepter la rencontre pour entendre la vérité. En le revoyant dans le parloir du centre de détention, Robert avait l'air hagard, méconnaissable. Il ne pouvait pas regarder sa femme en face et fixer ses mains. « Jen, Pourquoi ?» La voix de Jennifer était glaciale. « Pourquoi as-tu essayé de tuer notre fille ?» Robert resta silencieux un long moment. Puis il parla enfin. « Quand j'ai rencontré Christina, tout a changé. Elle avait besoin de moi. Tu semblais si forte, comme si tu pouvais t'en sortir sans moi. Est-ce une raison pour essayer de tuer notre fille ? Au début, c'était juste un sentiment amoureux. Mais quand tu es tombée enceinte, Christina a commencé à prendre ses distances. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec un homme qui avait des enfants. Allez. » La voix de Robert se brisa. Jennifer le regarda froidement. « Tu étais le père de notre fille. Et pourtant, tu as essayé de la tuer pour ta maîtresse. Je ne te pardonnerai jamais. » « Jen,
Ça suffit. J'élèverai Emma toute seule. Nous serons heureux sans toi. Jennifer se leva et quitta le parloir sans se retourner. Ce fut sa dernière conversation avec son ex-mari. Lors du procès qui suivit, Robert fut condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Christina reçut également une peine de 8 ans en tant que complice. Il fut prouvé qu'elle avait joué un rôle central dans l'acquisition des médicaments. En marchant dans le couloir de l'hôpital, Jennifer affermit sa nouvelle résolution. Emma avait certes de graves handicaps, mais elle était en vie. Elle décida de commencer un nouveau chemin dans la vie avec sa fille bien-aimée. 6 mois plus tard, Jennifer avait commencé une nouvelle vie avec sa fille chez ses parents. Le climat chaud de la Floride avait également un effet positif sur la rééducation d'Emma. « Comment s'est passée la thérapie aujourd'hui ?» demanda sa mère, Patricia. Elle avait pris une retraite anticipée pour soutenir Jennifer et s'occuper pleinement de sa petite fille. Petit à petit, le kinésithérapeute dit que la force du haut de son corps se développe, répondit Jennifer en tenant Emma. Et elle rit beaucoup plus ces derniers temps. Emma avait de graves handicaps. La paralysie de ses membres inférieurs était complète et on s'attendait à ce qu'elle vive en fauteuil roulant. Cependant, le développement du haut de son corps progressait bien, surtout, elle avait commencé à montrer de riches expressions faciales. Cet enfant est spécial. Patricia toucha doucement la joue de sa petite fille. Elle est née après avoir surmonté de telles épreuves. Elle deviendra sûrement forte. Le père de Jennifer, David, se réjouissait aussi de tout cœur de la naissance de sa première petite fille. Il rénovait la maison pour sa fille et l'aménageait pour la rendre accessible afin qu'Emma puisse y vivre en fauteuil roulant. La deuxième opération d'Emma est le mois prochain, n'est-ce pas ? Confirma Patricia. Oui, une chirurgie de dérivation pour traiter son hydrocéphalie, mais c'est le docteur Chen qui la fera, donc je suis rassuré. Le docteur Chen était le neurochirurgien qui avait réussi la première opération d'Emma. Il avait expliqué la situation à Jennifer à plusieurs reprises et montré des perspectives réalistes mais pleines d'espoir pour l'avenir d'Emma. Nous serons là pendant l'opération. David posa la main sur l'épaule de sa fille. Tu n'as pas besoin de porter ça toute seule. La procédure de divorce était déjà terminée. Robert avait signé les papiers depuis la prison, et tous les droits parentaux sur Emma avaient été transférés à Jennifer. Elle aurait pu réclamer une pension alimentaire, mais Jennifer ne voulait plus avoir aucun lien avec son ex-mari. À la place, elle avait trouvé un nouveau travail. Elle allait être responsable d'un programme d'art-thérapie pour enfants handicapés dans un hôpital de rééducation locale. Ses compétences de graphiste et l'expérience acquise en élevant Emma avaient été valorisées lors de son embauche. « Tu seras probablement nerveuse avec tes premiers patients, » dit Patricia. « Mais je pense que ce sera enrichissant. Grâce à Emma, j'ai appris à comprendre le monde des enfants handicapés. » Le soir, Jennifer s'assit dans le jardin avec Emma sur ses genoux, regardant le coucher du soleil. Sa fille avait maintenant 6 mois et commençait à montrer sa personnalité. Quand il y avait de la musique, elle agitait les mains, et elle avait commencé à sourire en regardant le visage de sa mère. « Emma, ta mère est vraiment heureuse que tu sois venue au monde, » dit Jennifer à sa fille. « Ton père a fait une erreur, mais ce n'est pas de ta faute. Tu es née pour être aimée. » À l'hôpital, l'équipe de traitement d'Emma les soutenait chaleureusement, comme une famille. La kinésithérapeute Sarah, l'ergothérapeute Mike et l'infirmière Judy. Ils célébraient les progrès d'Emma comme s'il s'agissait des leurs, et ils devinrent une nouvelle famille pour Jennifer. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, pensa Jennifer. Elle réalisa que la véritable famille est composée de personnes qui se soutiennent mutuellement avec amour. 1 an plus tard, au printemps, Jennifer n'oublierait jamais le jour où Emma a ri aux éclats pour la première fois. C'était un petit miracle. Les retards de développement intellectuel que les médecins craignaient ne s'étaient pas manifestés, et Emma devenait une enfant curieuse et brillante. « Maman !» Quand Emma prononça ce mot pour la première fois, Jennifer pleura. C'était le moment où toutes les épreuves, les angoisses et les espoirs de cette dernière année étaient récompensés. Son travail à l'hôpital de rééducation était également bien lancé, et Jennifer était devenue une personne qui donnait de l'espoir aux enfants handicapés et à leurs familles. Ces témoignages encourageaient de nombreuses mères, et une nouvelle communauté se formait. La nuit, après qu'Emma se soit endormie, Jennifer écrivait dans son journal « Aujourd'hui, Emma a dit maman pour la première fois. Cet enfant m'a appris ce qu'est la vraie force. Protéger quelqu'un que l'on aime, ne jamais perdre espoir, et que la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de personnes liées par les liens du cœur. Robert nous a trahis. Mais à cause de lui,
Emma ne devient pas une existence sans valeur. Cet enfant est né pour être aimé et est aimé par de nombreuses personnes. Nous avons une nouvelle famille. Mes parents, l'équipe médicale et des familles dans des situations similaires. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais nous sommes une vraie famille unie par l'amour. Emma, tu es la fierté de ta mère. J'aime cette vie. Je marche avec toi du fond du cœur. Le lendemain matin, Jennifer sortit dans le jardin en tenant Emma. Le soleil de printemps les enveloppa doucement toutes les deux. Emma leva les yeux vers sa mère et sourit. Et ce sourire était l'espoir même. Une nouvelle vie ne faisait que commencer.